L'ESS est-elle une bonne façon de faire des affaires? Tout le monde en a entendu parler de l'ESS, mais qu'est-ce qu'on en connaît vraiment? Comment ça fonctionne? C'est quoi les objectifs? Ça vient d'où? Eh ben, je suis sûre que si je faisais une petite interro écrite là et que je vous posais deux, trois questions très, très bien ciblées, je suis pas sûre que la moyenne générale serait très élevée parce qu'en fait, on n'a pas une vraie compréhension. En tout cas, moi, je me suis rendu compte que même si je croyais bien connaître, quand j'ai travaillé avec Coralie sur les diapos qu'elle va vous présenter, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses que je ne savais pas. Donc, je pense que ça va être très instructif de faire ce travail ensemble. Donc, merci à chacun et à chacune d'être venus. Nous avons pris un peu de temps au moment où vous vous connectiez, vous nous présenter les uns et les autres. Donc, on ne va pas insister, on va passer directement à la suite de notre conférence. Notre intervenant, c'est Coralie Diebold, que vous reconnaissez maintenant. Coralie est fondatrice de l'agence de communication responsable. Alors, elle y tient à ce mot responsable. Tu pourras nous expliquer ce que c'est. Yes for Com, c'est le nom de ton agence. Elle est spécialisée en ESS, accompagne les entreprises sociales, les startups innovantes et les associations sur tous les aspects de leur communication afin d'améliorer leur visibilité et leur impact. Donc, elle a un motif, elle veut absolument participer à la transition sociale et permettre par son activité professionnelle de construire une société plus juste, plus humaine et aussi plus responsable. Peut-être que tu peux rajouter des choses par rapport à cette présentation. Bonjour à tous. Bon, il y a la mission de l'agence que j'ai créée, donc Yes4Com. La raison d'être, donc c'est la raison d'être de l'agence de l'entreprise, participer à la transition sociale vers une société plus juste, plus humaine et respectueuse de l'environnement. Alors, j'accompagne pas forcément des acteurs chrétiens. Bien sûr, il y en a dans le lot, il y a des associations ou des entrepreneurs chrétiens, mais pas que. L'idée, c'est d'instiller toujours, je dirais, notre vision du monde, notre façon de réfléchir et de communiquer aux acteurs qui ont des projets qui ont du sens et qui ont envie de les mettre en visibilité. On parle beaucoup d'impact aujourd'hui, donc voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre les projets à impact au centre, en tout cas au cœur de la société, de l'économie, impact social et environnemental. Je pense que les deux sont importants aujourd'hui. Après, bon, le sujet, c'est pas celui de la communication responsable ce soir, mais il y aurait beaucoup de choses à dire. On a écrit un livre blanc sur le sujet de la communication responsable. Ce qui est important, c'est vraiment la cohérence entre les valeurs, les messages de l'entreprise et ce qui est vécu en interne, je crois. C'est l'alignement entre le dirigeant, l'équipe, les collaborateurs et les messages qui sont véhiculés à l'extérieur et effectivement le modèle économique de l'entreprise. Et donc ça, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. D'ailleurs, entreprise, mais ça peut être association ou des modèles hybrides ou des Mhm. coopératives. Donc voilà. Donc ce qui est intéressant, en tout cas, c'est ma vision, comment la communication responsable avec ces codes permet de changer en profondeur le modèle économique de l'entreprise et d'influencer la société dans le bon sens. Donc, voilà. D'accord. Et c'est en ce sens-là que ton entreprise est économie sociale et solidaire. Alors, je vous ai résumé rapidement les grandes étapes de la création donc, de ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Euh, donc, je pense que ce qui, peut-être là où j'ai l'impression qu'il y a confusion dans certains des discours, c'est que, et bon, ouais, il y a différentes choses. Quand on parle d'ESS, c'est aujourd'hui la définition légale qui en est donnée par la loi. Donc, les entreprises de l'ESS qui ont un statut particulier, les entreprises ou les structures de l'ESS qui ont un statut particulier, et il y a certaines formes d'agrément. Après, il y a des structures, des entrepreneurs, tout un chacun qui peut se reconnaître de cet héritage en fait d'une économie plus sociale et ou plus solidaire. Et c'est ça qui est intéressant puisque finalement la loi elle est assez récente, elle date de 2014. Mais on parlait déjà de SS avant avec un certain nombre de structures qui se revendiquaient en fait de ce secteur économique.
Euh, alors, effectivement, j'ai refait des petites recherches là en préparant. Euh, Il y a sans doute une filiation entre la doctrine du christianisme social, donc notamment de l'Église catholique, et ce qu'on a appelé les mouvements coopératifs, donc les structures coopératives où la gouvernance est partagée entre tous les membres, tous les collaborateurs, etc., en termes donc, de gouvernance entreprise. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que depuis ces coopératives, on va dire, du début du 19e, où effectivement on percevait un héritage chrétien, aujourd'hui on s'en est quand même énormément détaché. Enfin, l'héritage s'en est beaucoup détaché, puisque effectivement aujourd'hui dans le milieu de l'ESS, c'est plutôt des revendications, on va dire, de gauche, voire d'extrême gauche qu'on va retrouver. Donc des personnes qui seraient plutôt sur des filiations marxistes, communistes, etc. Donc c'est ce qui est intéressant, je trouve, c'est un petit peu les filiations mouvantes en tout cas. Après, ce qui est intéressant pour nous, c'est de comprendre en quoi c'est un modèle économique qui peut être différent et comment, en tant que chrétien, on peut instiller notre vision, en tout cas se servir de ces outils juridiques et effectivement financiers, quelqu'un le disait tout à l'heure, pour faire croître ou développer voilà, des projets qui ont du sens aujourd'hui. Donc effectivement, au 19e siècle, on parle d'économie sociale pour ces structures donc coopératives en forme de coopération où chacun donc a sa voix, son mot à dire, une personne égale une voix. Donc c'est vraiment quelque chose, un process démocratique. Ça naît surtout dans les milieux ouvriers et ça s'inscrit à l'encontre en fait de la révolution industrielle et du travail vu comme une exploitation. Donc là, il y a des associations, des mutuelles, des coopératives qui émergent de ces milieux ouvriers où on parle d'économie sociale. Après, au cours du XXe siècle, il y a une forme d'institutionnalisation, mais les deux principes de l'économie sociale et solidaire sont déjà là. Donc, c'est la gouvernance partagée, c'est ce que je vous disais des formes coopératives, et le partage de la valeur, donc entre tous les collaborateurs ou sociétaires, voilà, qui participent à la création de l'économie, et ça s'inscrit contre l'actionnariat. Donc, voilà. Donc vous avez la charte de la mutualité 1898, la loi sur les associations de 1901. On considère qu'il y a une filiation entre les mouvements d'économie sociale et la loi pour les associations et la loi sur les coopératives de 1919. Donc ça, c'est ouais, c'est assez intéressant, c'est pour poser un petit peu le contexte. Et le dernier point, c'est qu'au final, on aboutit donc 1981. Pour la première fois, on a un ministre donc, de l'économie sociale qui est nommé. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça donne vraiment du pouvoir et une visibilité à ce mouvement. Voilà. Donc, notre programme pour aujourd'hui, donc tu nous as déjà défini d'où vient l'économie sociale et solidaire, c'est ses filiations. Mais maintenant, tu vas rentrer un peu plus dans bah, qu'est-ce que c'est? C'est quoi le type de société, les valeurs, etc. Et puis, on aura un bon temps de discussion pour voir bah, peser cette économie par rapport à l'aune des valeurs de l'Évangile et nous faire une idée à ce sujet-là. Ok, je te rends la parole et je te laisse poursuivre. Alors, effectivement, aujourd'hui, on a une définition légale de l'ESS. Donc, les objectifs concilier solidarité, performance économique et utilité sociale. Donc, c'est ce qui est... alors, je ne sais pas si c'est vraiment à l'encontre d'une vision capitaliste de l'économie euh, ou capitalistique. En tout cas, il y a l'idée de contrecarrer les effets pervers d'une économie qui exploiterait l'individu par la prise en compte des externalités négatives ou des externalités négatives et positives. En tout cas, il faut que l'entreprise puisse avoir un effet bénéfique sur la société, euh, rendre ce qui lui est donné en termes de force de travail, de dépenses publiques, etc.
être performante économiquement parlant, puisqu'on parle, enfin, on parle de société, d'entreprise commerciale. Bon, pas que, vous verrez après, il y a d'autres formes de structures qui rentrent de droit dans l'ESS. Mais en tout cas, il y a quand même l'idée d'une performance économique qui est alliée à l'utilité sociale, en fait. Et la définition qu'on trouve, par exemple, bon, si vous regardez sur économie.gouv.fr, le site du gouvernement, il parle bien de remettre l'humain au cœur de l'économie et de répondre aux défis de société. Donc, l'entreprise, elle a plus seulement une responsabilité économique de créer de la valeur, mais elle doit aussi contrecarrer les potentiels effets négatifs en créant de l'utilité sociale, en s'investissant dans la société, que ce soit sous différentes formes d'ailleurs, projets sociaux, projets environnementaux, etc. Aujourd'hui, l'ESS, c'est à peu près 10% du PIB. Donc, c'est un poids conséquent, mais qui n'est pas encore énorme, je dirais, ou très généralisé. Mais c'est quand même 14% de l'emploi, donc salariés privés, 2,4 millions de personnes salariées, 12 millions de bénévoles. Donc ça, c'est les chiffres publics. Et on compte à peu près 200 000 entreprises. Donc c'est voilà, assez intéressant. Définition légale, l'ESS est un mode d'entreprendre et de développement économique adapté à l'ensemble des domaines de l'activité humaine auxquelles les entreprises choisissent d'adhérer et d'en respecter les conditions. Puisqu'effectivement, pour être classé entreprise de l'ESS formellement, il faut remplir certaines conditions qui sont dans la loi. Je ne veux pas forcément les détailler. Enfin, on devait avoir certaines... Si tu passes, Anne-Marie, Oui. on va avoir certaines Est-ce conditions. que je peux te poser une question tout de suite? Dans Oui. les 200 000 entreprises, c'est plutôt dans quel genre de secteur où on les trouve? Alors, euh, 200 000 entreprises, pour moi, c'est 200 000 structures. Donc, effectivement, ce n'est pas forcément des entreprises. Il y a beaucoup d'associations, D'accord. notamment d'associations du social, qui font partie de l'ESS de droit. Et il y a tout ce qui va être mutuelle et assurance mutualiste aussi qui en font partie. Donc, c'est surtout dans la finance? Non, pas forcément. Il y a beaucoup du secteur du social. Les associations, ça peut être tout type Mhm. d'association confondue. Après, sur les acteurs économiques type entreprise, franchement, il y a de tout. Il y a de l'alimentaire. Par exemple, vous connaissez Phoenix, qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Il y a pas mal, il y a des entreprises effectivement sur la finance solidaire comme Lita par exemple. Il y a des entreprises de cosmétiques durables, je sais pas, 900 Care par exemple, s'il y en a qui connaissent. Il y a des sociétés coopératives, Télécope, qui est un acteur de la téléphonie mobile. Franchement, il y a un peu franchement, tous les secteurs. D'accord. Donc, la question, c'était, est-ce qu'il est possible de faire de l'économie sociale et solidaire dans n'importe quel secteur? Oui, voilà. Et apparemment, c'est possible. C'est possible. Mais après, si tu me montres les critères, donc tout à l'heure, on a vu que c'était partage de la gouvernance et de la valeur. Donc, c'est vraiment ça, si tu montres, Mhm. Anne-Marie, les critères sur la slide d'après. Voilà, donc c'est inscrit dans les statuts de la structure. Il y a la gestion démocratique de la gouvernance d'entreprise. Il y a le fait de donner son objectif de projet en fait social ou sociétal ou environnemental dans les statuts de la société ou de l'association. Il faut que ce soit clairement énoncé. Mixité des ressources. euh, Effectivement, il y a le partage en fait de la valeur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'actionnariat rémunéré, mais tous les collaborateurs de l'entreprise, de l'association ou les sociétaires pour une coopérative ou une mutuelle, etc., vont avoir droit en fait au partage du bénéfice, par exemple. Non-lucrativité individuelle, c'est-à-dire qu'il y a des règles en fait sur la lucrativité limitée. On les verra tout à l'heure, mais par exemple, le salaire le plus haut ne doit pas être supérieur à 7 fois le SMIC, par exemple. Et entre le salarié qui gagne le moins et celui qui gagne le plus, il ne doit pas y avoir non plus un écart de plus de 10 fois le SMIC ou quelque chose comme ça. Donc, voilà, il y a quand même des critères qui, en ce sens, sont nouveaux. Euh, Puisque c'est vrai qu'une société purement capitalistique, elle va pas avoir pour objectif de limiter sa lucrativité. Mhm.
il y a des entreprises aussi de l'ESS qui décident de limiter leurs bénéfices. Donc ça, c'est quelque chose de différent. En tout cas, il doit y avoir une forme de redistribution pour les collaborateurs, mais aussi vers l'extérieur et la société, que ce soit sous forme de mécénat, de projets, d'investissement, etc. Et l'entreprise, elle doit s'imposer de réinvestir la plus grande partie de ses bénéfices dans le développement de l'activité économique. Donc effectivement, il n'y a pas d'actionnaire. On n'a pas le droit de rémunérer des actionnaires qui ne participeraient pas au développement de l'activité économique, en fait. Donc, tout est opérationnel. Et donc, ce que je vous disais, il y a l'approche légale, donc qui encadre avec des critères, et il y a l'approche éthique. Euh, et ça, je pense que c'est peut-être ce qui nous intéresse plus aujourd'hui. Donc là, c'est marrant parce que j'ai pris la définition qui était sur le site de la BPI. BPI France. La démarche de l'ESS caractérise une approche éthique et morale fondée sur la solidarité et l'utilité sociale appliquée au milieu de l'entreprise. Donc, je pense que c'est relativement clair. Et moi, ce que j'ai ajouté, c'est qu'effectivement, quand l'économie sociale et solidaire est vraiment poussée au bout dans ses fondements, finalement, on arrive à un autre paradigme économique où le but de l'entreprise ou de la structure économique n'est pas seulement de faire du profit de façon illimitée, mais aussi de s'intégrer dans le tissu social, de redistribuer, etc. C'est un petit peu une troisième fois entre lucrativité et solidarité. Avant, on avait les associations qui était tournée vers la solidarité, tout ce qu'on appelle non-profit, en tout cas où il y a pas de profit, il n'y a pas de bénéfice et parfois il n'y a juste pas d'argent d'ailleurs pour mener les projets. Et un entrepreneuriat social, une économie sociale et solidaire, où en même temps, le but de l'entreprise, évidemment, c'est de gagner de l'argent parce que sinon, elle n'a pas de raison d'être, d'exister et elle ne peut pas aussi non plus créer de l'emploi, mais d'avoir un aspect de solidarité fort, en tout cas un projet social fort dans l'entreprise. Ce Mhm. que la loi plus tard a, a proposé de mettre sur le terme de raison d'être. Mais du coup, on y reviendra avec les entreprises à mission. Et voilà, donc 5 types de structures. Associations, fondations, mutuelles, donc ça c'est de droit, font partie de l'ESS. Les coopératives, comme je disais, il faut qu'elles respectent les règles donc de la loi de 2014 sur le partage de la valeur, la gouvernance partagée et la lucrativité limitée. Et c'est la même chose pour les entreprises commerciales d'utilité sociale, où là, effectivement, il y a des entreprises de l'ESS et il y a des entreprises qui vont plus loin et qui ont un agrément qui s'appelle ESUS, entreprise, je me rappelle plus, entreprise d'utilité sociale. Voilà, ESUS, et qui a un agrément qui est vérifié par la préfecture tous les 5 ans pour voir si le projet de l'entreprise respecte bien, toujours bien les critères de la loi. Donc en 2014, reconnaissance officielle. Jusque-là, c'était plutôt un mouvement avec des structures qui se revendiquaient des mêmes valeurs. Mais aujourd'hui, il y a une organisation, donc représentation nationale, il y a un secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire dans chaque gouvernement. Et il y a des représentations régionales, comme des chambres de commerce en fait, mais de l'ESS. D'accord, Et effectivement, avec un certain nombre de financements qui sont alloués aux entreprises. Alors là, pour le coup, qui ont les statuts et l'agrément qui vont bien. Et, d'accord, et donc, comme je disais, par exemple, donc les entreprises avec un agrément ESUS, elles sont liées par une politique de rémunération donc obligatoire. Bon, je vous ai mis le texte de loi, mais voilà, la moyenne des sommes versées, y compris les primes aux 5 salariés ou dirigeants les mieux payés, ne doit pas excéder un plafond annuel fixé à 7 fois le SMIC. La rémunération versée aux salariés le mieux payé ne doit pas excéder un plafond annuel fixé à 10 fois le SMIC. Donc voilà, donc vous voyez que il y a quand même un certain nombre d'obligations légales. Et le dernier point, c'était le cas donc des entreprises à mission que vous avez peut-être, dont vous avez peut-être entendu parler. On en parle pas mal en ce moment. Donc, ça a été créé par la loi Pacte de 2019. Euh, alors, le problème d'entreprise à mission, c'est que c'est un peu une forme de greenwashing ou social washing dans le sens explique où peut-être ce que c'est que les entreprises à mission parce que c'est pas forcément clair pour tout le monde. les
Les entreprises à mission, ça a été créé par la loi Pacte, c'est-à-dire que c'est des entreprises qui font pas forcément partie de l'ESS, mais toute entreprise aujourd'hui peut, dans ses statuts, revendiquer un objectif ou une mission sociale ou environnementale, se doter de ce qu'on appelle donc une raison d'être. Et après, avoir un comité de mission qui est censé vérifier la bonne application de ce projet social. Sauf que en réalité, donc, comme on le voit, les conditions sont beaucoup moins rigoureuses que pour des entreprises donc, de l'ESS légalement ou qui Mhm. ont un agrément ESUS. Donc, en ce sens, il y a donc, je disais, 70% des entreprises du CAC 40 qui se sont dotées d'une raison d'être, par exemple. Donc, on voit que ce ne sont pas forcément toutes des entreprises vertueuses, sans entrer dans la Donc, polémique. tu veux dire que même Total peut être considéré comme une entreprise à mission? Oui, bien sûr, ouais. Ah ouais, ouais, Oui, effectivement. donc, parce qu'en fait, c'est du déclaratif Ça et refroidit. on mandate un comité de mission qu'on choisit nous-mêmes pour vérifier. Alors après, bon, je suis un peu dure, mais après, c'est vrai qu'il y a des structures d'audit externe qui doivent être faites, je ne sais plus, tous les 5 ans ou quelque chose comme ça. Mais bon, en réalité, c'est un petit peu délicat. Euh, on va dire que les obligations légales déjà, il n'y a pas d'obligation de lucrativité limitée sur l'entreprise à mission. Donc, en ce sens, ça ne change pas vraiment le business model. Alors que dans le monde de l'ESS, vous voyez que c'est quand même hyper encadré. euh, et ça va au-delà des déclarations de bonne intention. Est-ce que vous avez des commentaires ou des questions à poser avec ce que Coralie vous a dit sur bah, l'économie sociale et solidaire? Profitez-en, hein. Moi, j'ai une question. Du coup, comment ça marche? Est-ce que les sociétés sont toujours en concurrence les unes avec les autres? Du coup, est-ce qu'une entreprise qui serait là ESS et une entreprise qui le serait pas, du coup, comment ils peuvent être coude à coude? Ah ouais. Ah, la loi du marché, c'est pour ça que je dis que pour moi, ça s'inscrit quand même dans une économie de marché, en fait, puisque la loi du marché, elle s'applique. Donc, le but d'une entreprise, qu'elle soit ESS ou pas, c'est d'être rentable. Donc, effectivement, une entreprise de l'ESS, si elle n'est pas rentable, si elle n'est pas compétitive, elle va disparaître sur le marché dans le sens où le, le fait de s'engager socialement ou écologiquement, c'est un avantage concurrentiel pour le consommateur, si je peux dire ça. Ça fait partie bien sûr des valeurs qui sont portées par de la mission, mais deux, c'est aussi un argument marketing parfois. Donc voilà, après, il faut que ce soit vécu pour que ce soit authentique, hein, on est tous d'accord sur ce point-là, mais en gros, ce sont des acteurs économiques comme les autres, s'ils ne sont pas rentables, ils disparaissent du marché. Il n'y a pas de, voilà, il y a pas de secret. Après, ce qu'on constate, je l'ai mis un petit peu plus loin dans les slides, mais je peux le dire maintenant, notamment avec la crise Covid, c'est que les entreprises donc dites de l'ESS, ou en tout cas qui se revendiquent d'une économie plus sociale, plus solidaire, etc., ont montré être plus résilientes face aux crises, notamment aux Hmm. crises économiques, parce qu'en réalité, souvent, elles ont une démarche aussi coopérative vers l'extérieur, vers les partenaires, vers les fournisseurs. Et en réalité, elles créent un tissu économique, Mhm. parfois enfin, local en tout cas, de valeurs partagées qui leur permet de mieux surmonter les chocs en fait. Et par exemple, alors que dans des sociétés du CAC 40, je sais pas, 60% des salariés se sont trouvés en chômage partiel ou il y a eu des licenciements en masse, on se rend compte que dans le secteur de l'ESS. Donc, vous vous rappelez, hein, association, mutuelle, coopérative, entreprise. En réalité, il y a eu beaucoup moins de licenciements et peut-être un petit peu moins de pertes de chiffre d'affaires selon les secteurs économiques parce que aussi, les clients sont plus fidèles, ce qu'on appelle la fidélisation client en marketing, dans le sens où ils sont plus attachés à la marque. Donc moi, c'est ce que je travaille beaucoup avec mes clients, ce qu'on appelle l'identité de marque. C'est que toutes ces valeurs, ces choix, etc., de gouvernance d'entreprise et d'une économie euh,
voilà, différentes, en tout cas plus partagées, etc., redistributives. Ça crée aussi des clients qui sont plus attachés à la marque, au produit et qui vont être moins volatiles, c'est-à-dire qu'ils vont pas changer de marque de shampoing tous les 4 matins parce qu'ils sont attachés à cette entreprise, Mm. aux valeurs qu'elle représente, etc. Donc, quand Donc, ils achètent, c'est en même temps qu'ils achètent, c'est quelque chose de citoyen. on Ils achète. achètent de façon citoyenne et ils deviennent des consommateurs, acteurs, c'est-à-dire que leurs achats, c'est une façon d'être vertueux, quoi. C'est Ils un font les magnifique. choses de façon vertueuse. Ouais. Après, un autre chiffre que du coup j'ai entendu la semaine dernière, c'est que alors pour juger un petit peu de la comment dire de de la durabilité d'une entreprise, souvent on donne les chiffres à 5 ans, 5 ans après la création, qui est toujours là, qui n'est plus là. Donc, on se rend compte qu'il y a à peu près 2 tiers des entreprises qui, au bout de 5 ans, ont baissé le rideau. Mais quand on parle de sociétés coopératives, on se rend compte qu'elles ont une meilleure durée de vie à 5 ans. Donc voilà, donc ça c'est un chiffre aussi intéressant. Et pour moi, ça s'explique par le côté résilience économique, fidélisation client, démarche plus impactante, mieux intégrée en fait localement. Euh, Et puis on n'a pas le chef d'entreprise qui part avec la caisse après avoir vidé les alors, comptes. Un petit peu moins je parce pense qu'en que fait, les gens ça ne peut viennent pas pour arriver, l'argent. mais alors, oui, bah, c'est ça, ils viennent pas forcément pour l'argent. Ce qui est le plus important, c'est les valeurs partagées, Voilà, c'est donc le on projet a moins commun. de problèmes de type l'entrepreneur qui vide les Alors, comptes. je pense que c'est pas le point que je mettrais forcément en avant parce que si on regarde le secteur associatif des déviances et des dérives, il y en a quand même encore pas Oui, mal, il y en a dans mes... un certain nombre. Mais en tout cas, ce qui est intéressant et ce qui, par exemple, on parle beaucoup de marque employeur. Je sais pas si c'est quelque chose dont vous avez entendu parler. La difficulté aujourd'hui des entreprises, notamment des entreprises multinationales ou sur des secteurs qui sont moins écologiques, moins dans l'air du temps, ont beaucoup de mal à recruter des jeunes talents. Or, on voit que les structures de l'ESS, elles ont beaucoup moins de problématiques en termes de RH, que ce soit en termes de recrutement ou de rétention de talents. Il y a beaucoup moins de turnover parce que les collaborateurs comme les clients, ils sont attachés à la marque, aux valeurs de l'entreprise, à ce que ça représente, etc. Et il y a Donc aussi ça, une autre considération de l'homme comme salarié là-dedans. oui, Il n'est pas exactement juste ce une que je vache à voulais. lait à exploiter, il n'est pas juste une ressource humaine, il est aussi un collaborateur. Donc ça redonne quand même une grosse place à l'humain et à la dignité individuelle, me semble-t-il. Enfin, je sais pas. Hmm. Alors, j'amènerai une modération à ce sujet parce que j'ai vu des organismes de l'ESS ben, en fait être un peu à la chasse aux subventions. Donc, par exemple, dans le monde de l'emploi solidarité, donc ils emploient des personnes, mais ils choisissent pas les personnes les plus éloignées de l'emploi, mais plutôt l'intérimaire dont le contrat est fini. Et parfois, moi, j'ai vraiment vu des situations qui étaient de l'abus. Dans tous les secteurs. Après, de toute façon, bon, ça reste des entreprises et des entrepreneurs, etc., où chacun a Voilà. ses motivations. On n'est pas dans une forme d'économie chrétienne. Voilà, c'est un modèle économique, je pense, qui est assez intéressant. Du coup, ce serait peut-être intéressant qu'on discute un peu sur, selon vous, quelles sont du coup les Oui, on valeurs de peut se mettre en l'évangile petit groupe. Hmm. Moi, j'ai une retrouvées dans... question quand même, avant de se mettre en petit groupe, j'ai une question pour toi, Coralie. Comment on mesure l'utilité sociale? Parce que pour les entreprises qui veulent se faire reconnaître, c'est quoi les critères d'utilité sociale? Comment on les quantifie Alors, pour mesurer... pour Alors, donner l'agrément? Tu pour sais, être il y a un agrément à trouver pour les et entreprises. ISUS, Et bah, en fait, on fait de la mesure d'impact social. Donc, ça, en gros, c'est une méthodologie de comptabilité extra-financière où on essaye de mesurer l'impact qu'on a eu. Alors, effectivement, il peut y avoir des métriques. Voilà, le nombre de personnes qui ont été réinsérées, par exemple, par l'emploi. L'insertion par l'emploi, ça a été toujours un domaine un petit peu privilégié de l'ESS. Après, bon, il y a des définitions différentes, mais la mesure d'impact social, c'est vraiment voir le nombre de personnes donc, qui ont pu améliorer leur situation grâce à l'activité de la structure, donc entreprise, association, mutuelle, coopérative, etc.
Euh, les à bénéfices écologiques, donc bon, il y a tout ce qui est autour du bilan carbone et la réduction d'impact carbone, Ah, etc. Il peut y avoir les mesures sur l'environnement par rapport à la biodiversité, d'accord. etc. Et critères, ouais, c'est ça, critères humains, mais évidemment, il y a une part de subjectivité. Aujourd'hui, on arrive de mieux en mieux à essayer de mesurer cet impact social, notamment dans la comptabilité aujourd'hui, enfin demain, notamment avec les directives européennes CSRD, je ne sais pas si on a qui ont ouais, entendu parler de ça, ça va faire partie de la comptabilité, enfin je veux dire du plan comptable de l'entreprise, l'impact social et l'impact environnemental. Bon, évidemment, c'est imparfait, je ne dis pas le contraire, mais c'est assez intéressant. Donc, par exemple, il peut y avoir le nombre de ressources qui ont été épargnées grâce à l'économie circulaire. À l'upcycling, etc., au réemploi. Il peut y avoir ouais, pas mal de choses. Aujourd'hui, ce qu'on mesure le mieux, c'est l'impact sur l'environnement. Voilà. Ok, Mais ok. l'impact social, ça commence à venir, ouais, effectivement. Donc, il y a un agrément qui est peut-être accordé ou pas selon le Donc bilan voilà, obtenu. après, il y a des... Donc, enfin, il y a une gradation. En fait, entreprise de l'ESS, il faut déclarer un objectif, avoir dans ses statuts, comme je disais tout à l'heure, la gouvernance partagée, la lucrativité limitée. Donc là, il n'y a pas forcément de vérification. C'est comme on dépose les statuts de sa société, donc on peut devenir entreprise de l'ESS. Après, effectivement, l'agrément ESUS, où il y a une partie mesure d'impact social, c'est renouvelé tous les 5 ans, c'est vérifié par la préfecture. Donc, voilà, il y a une D'accord. gradation, ce que je disais. Et Johan a aussi posé une question Ouais. dans la Y a-t-il un discussion. avantage fiscal? Ouais. Parfois, oui, c'est possible. Il y a par exemple des franchises de TVA pour les créateurs, avantages fiscal sur les charges salariales par exemple. Effectivement, il peut y avoir un certain nombre d'avantages. Si on est une Parce structure de que, type zéro chômeur, ben, par exemple, pour prendre l'exemple des structures zéro chômeur, ben, une bonne partie est payée par l'État et des subventions diverses et variées du salaire qu'auraient représenté ces personnes. Ouais. Et Johan, tu avais une autre donc c'est les question? sociétés à but d'emploi, c'est ça? Un peu comme le Emmaüs et tout ça? Alors, Emmaüs, ils sont en structure associative, je pense, à vérifier. Mais effectivement, ils font bien sûr partie de l'ESS, notamment leur branche e-commerce qui s'appelle Label Emmaüs. Je ne sais pas si vous connaissez, Ouais. ils ont, ils ont fait une petite campagne là, sur le Black Friday Amazon contre Amazon. Ils ont pointé du doigt justement les déficiences en termes social, de dignité humaine, Ouais. etc. d'Amazon, mais ouais. Effectivement, on a ce genre d'acteurs et on a vraiment des sociétés en fait. Oui, il y a beaucoup de mutuelles et même de banques qui sont dans l'ESS. Certaines banques, ouais, exactement. Est-ce qu'il y avait d'autres questions avant qu'on passe au groupe de discussion? Coralie nous a bien expliqué les limitations, les objectifs, la mission, le fonctionnement, l'intérêt, etc. Et maintenant, je voudrais qu'on active un petit peu notre côté chrétien et qu'on se mette à penser à l'ESS en termes évangile, le lien à faire entre l'évangile, l'économie de Dieu, l'économie chrétienne, entre guillemets, si elle existe, et l'ESS. Qu'est-ce qu'on pourrait dire qui met en concordance l'ESS avec les valeurs de l'évangile? Donc, j'aimerais juste que vous puissiez pointer quelques petites choses. Et puis aussi, est-ce qu'il y a des dissonances? Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient ne pas être concordantes? Voilà, je vous envoie dans les groupes. On y va. Qu'est-ce qui vous paraît concordant? Qu'est-ce qui vous paraît dissonant? Alors moi, je vais peut-être surprendre Priscille, mais j'ai un autre regard et en même temps, je la comprends aussi puisque je suis dans l'accompagnement, l'emploi et l'insertion. Donc les abus qu'il peut y avoir parfois que vous avez nommés, ça existe. Mais après, je pense que c'est comme le but
webinaire ce soir. C'est une petite mini goutte d'eau homéopathique, très petite, peut réveiller des consciences, aider à réfléchir et à soi-même, à son niveau, voir ce qu'on peut faire pour améliorer les choses, Mhm. activer un réseau et de devenir acteur. C'est ça. Moi, en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire dans mon travail. Et c'était intéressant les infos parce qu'effectivement, C'est quoi ton dans le travail? cadre de l'accompagnement que j'ai des gens qui se posent des questions sur l'année 2022-2023. J'ai dû accompagner 4-5 personnes qui avaient des projets sérieux dans tout ce qui est écolo, un peu comme ça, mais c'est vrai que c'est pas évident, c'est un peu opaque. Et voilà. Mhm. Et en valeur chrétienne, ben, c'est clair que c'est important. Et dans le monde de jungle dans lequel on vit, eh ben, c'est intéressant de se poser les bonnes Ouais, questions. moi, j'en suis même à me Voilà. demander qu'est-ce qui motive des gens non chrétiens, puisque c'est pas fait que par des chrétiens, le SS n'a rien à voir, Tout à fait, hein. et que même dans les églises, il y a très très peu de SS développés, hein, en fait. Mais Oh, donc, vous du avez coup, raison. qu'est-ce qui motive des gens lambda à se lancer dans l'ESS alors qu'ils savent ils vont être limités, ils vont avoir beaucoup plus de contraintes, avec beaucoup plus de choses contraignantes, un cahier des charges bien plus difficile que dans une société, une entreprise où le seul but est le profit. Euh, et ils vont avoir beaucoup moins de rentabilité. En tout cas, ils vont être limités. Ils vont pas pouvoir capitaliser et ils vont pas pouvoir capitaliser, augmenter un capital jusqu'à plus soif. Ils vont devoir être responsables par rapport à l'environnement, etc. Donc, qu'est-ce qui motive ces gens à entrer là-dedans? Voilà, j'en suis à me demander ça. Alors, si je peux te dire juste quelque chose, moi je le vois à mon petit niveau. Sur 2023, j'aurais accompagné à peu près 800 personnes. Et en fait, il y a la chose qui m'a surpris, c'est que les gens, bah, ils ont beaucoup réfléchi pendant le Covid, Ah, la ah. crise sanitaire. Ça, c'est un élément. Je sais pas, Priscille, si c'est pareil dans ta région. Oui, oui. Euh, Mais de manière générale, moi, dans ma région, ça fait très longtemps que l'ESS est très impliqué, très Toi, tu implanté. viens de quelle région Et déjà? c'est vrai. Ah oui, voilà, alors oui, c'est ça, les Cévennes. Je kiffe les Cévennes. Par J'ai exemple, voulu, voilà, une des plus grandes voilà, grosses boîtes de la région, c'est une coopérative d'activité et d'emploi. Euh, exactement. Donc, l'ESS est très Voilà. développé chez toi, Ah oui, Priscille. oui, oui. Et qu'est-ce qui Il y motive avait, ces gens à entrer dans ce type d'entreprise, à Alors, créer, à se lancer là-dedans? C'est quoi les motivations profondes des gens? bon, moi, de ce que je côtoie dans les Cévennes, je pense qu'il y a derrière une quête de sens, Ouais, une quête de une sens. quête ben, de faire une économie autrement, Ouais, où le profit n'est pas le but ultime. ouais, Il me semble que pour la plupart des gens, c'est ça, ils ont envie de donner du sens à leur vie, ils ont donné... ouais, et mais puis, c'est voilà, magnifique. parfois, il y a aussi un humanisme... alors, il y a de l'humanisme qui est bien, et il y a de l'humanisme que je dis qui est malsain parce que on veut être au secours de l'autre. Et là, c'est moins sain parce que jouer les sauveteurs, c'est pas toujours. Ouais, mais le fait de Mais mettre, parfois, donner on de met la l'autre dans une dignité à position l'être humiliante. humain, le fait de vouloir vivre sobrement, est-ce que ça, c'est des valeurs de l'évangile quand même qu'on peut noter dans l'ESS? La sobriété, le fait de se sentir la sobriété, hein, le fait de ne pas Mhm. mettre l'argent comme étant le seul but de toute activité, Mhm. c'est quand même complètement l'évangile, ça. Le fait de donner du sens, le fait de servir les autres et Mhm. de vouloir être, voilà, servir les autres, le fait de Et ne pas redevenir acteur. Ouais, le fait de ne pas, le fait de partager, de travailler en collaboration, le fait Mhm. de ne pas vouloir abîmer la planète, et de rendre la planète à la génération suivante dans le même état qu'on l'a trouvée. Enfin, je Voilà, il y sens a certaines valeurs voilà, qui sont tout à fait de l'évangile. Après, il y en le a sens de la d'autres. responsabilité aussi, la responsabilité sociale, la Mhm. responsabilité humaine, la responsabilité environnementale. Moi, je dirais que tout ça, ce sont des choses qui honorent Dieu, quoi, et Tout à que fait. beaucoup de chrétiens devraient prendre dans leur escarcelle professionnelle, qu'ils ne font Tout pas à fait. forcément, hein.
Tout à fait. Après, il y a aussi d'autres personnes qui rejoignent l'ESS. Je pense par exemple dans les coopératives d'activité et d'emploi, tous les coopérateurs ne sont pas forcément avec une vision de l'ESS et ils sont parfois là parce que par opportunisme et par avarice. Et puis voilà, c'est plus parce qu'ils bénéficient de services gratuits et ils attendent beaucoup que les autres leur donnent tout gratuitement et Ouais, bien sûr. voilà, Et il y a des en choses, ça, il y a parfois aussi des choses comme ouais. ça. Et ça, c'est Alors pas. en ça, je pense C'est que c'est d'ailleurs parfois un important. problème parce que il y en a qui sont vraiment dans une vision de coopération et qui se bougent, qui essaient de faire des choses. Et puis, bah, ils se rendent compte que parfois, bah, ils sont un petit peu seuls et qu'il y en a beaucoup d'autres qui profitent bien de leur gentillesse. Ouais, ils sont plombés. Mais c'est pareil pour la sécurité sociale ou pour les arrêts maladie ou pour Voilà, n'importe quel truc qu'on fait, quoi. Les assurances chômage, etc. Il y a des gens qui profitent et qui détournent les trucs. voilà. Mhm. Ouais. Donc ça, c'est D'où, un vrai d'où le, risque quand même. Ouais, voilà, d'où l'importance d'être restauré dans son identité de chrétien, dans son travail, comme vous disiez un petit peu, de ouais, voir un peu c'est quoi ses priorités, c'est quoi ses valeurs, savoir dire non ou savoir mettre des signaux d'alerte, voilà. Et ouais, parfois oser dire que ben non, ça on fait pas, ou ces valeurs-là, voilà, et d'inciter les gens à réfléchir. Parce que beaucoup de gens suivent le mouvement où ils sont tellement pris par beaucoup de choses qu'en fin de compte, ils subissent. ouais. Quelqu'un qui va être en contrat d'insertion, on lui a tellement bien vendu le truc, il pense que peut-être il va s'en sortir. Et comme tu dis, précis, selon les entreprises, c'est pas toujours évident. Non, Mais Ouais. Et il faut lance pas une avoir. minute pour fermer les salles, hein. Dans 60 secondes, on va être ramené dans Ouais. la grande salle. Alors, comment ça s'est passé dans vos groupes? Juste un tout petit échange, vous pouvez dire les choses. Est-ce que vous avez trouvé plein de points communs ou plutôt plein de dissonances globalement? Johan, dans ton groupe, comment ça s'est passé? Juste un petit feedback. Ouais, on a parlé des plusieurs missions là des entreprises comme Total ou EDF. Et c'est vrai qu'il y a des trucs, ça fait rire, quoi. Parce que Non, mais c'est pas des entreprises de l'ESS, ça, Total et EDF. bah, c'est des sociétés qui se sont donné un but. C'est des Ouais. entreprises à mission, mais elle t'a bien dit que c'était pas la Ouais. même chose que l'ESS, une Oui, entreprise à oui, oui, mission. je sais bien. Ouais, ouais. Mais t'as pas répondu à ma question. Par rapport à l'ESS, vous avez plutôt dit que c'était conforme ou pas conforme à l'évangile? Bah, plutôt conforme. Ouais, Ah oui, oui, moi je pense que effectivement le SS c'est tout à fait conforme à l'Évangile dans la mesure où on apporte du bien-être, du confort aux différentes populations qu'on. ah, on t'a perdu là, mais on a bien entendu. Ok. Priscille, non, Christelle, dis-nous, dans ton groupe à toi, qu'est-ce que vous en avez conclu globalement, vite Bah, fait? j'étais avec Johan et Michel, justement, et Ah c'est bah vrai, alors je me suis trompée de groupe alors. mais c'est vrai que ça, c'est assez. En même temps, c'est à la fois compatible, mais en même temps, on se dit, bah, c'était la question sur laquelle on finissait avant que tu nous remettes dans la grande salle. Comment on arrive à concilier justement le fait d'être une entreprise rentable, prospère, et les objectifs sociétaux, enfin, le, le fait d'être Sociaux, sociaux et d'être utile dans la société, utile, bah, justement, mettre l'humain au centre de au l'entreprise, centre au des centre préoccupations. des Tout à préoccupations fait. et en même temps conserver la dimension économique d'une entreprise qui reste une personne économique qui doit vivre et être parfaitement rentable. Je dirais que c'était trop court parce qu'en Ouais, même temps, on ne se connaît pas et en même temps, c'est passionnant. Et voilà, c'était trop court, mais c'était intéressant à développer. ouais, nous on a trouvé quand même plein de choses communes, je les ai Ouais. notées moi. Euh, Mais j'ai- les... Parce qu'on s'est posé la question, en fait, qu'est-ce qui peut motiver quelqu'un qui veut faire de l'économie, qui veut faire des affaires, qui veut travailler, à se lancer plutôt dans l'économie sociale et solidaire plutôt que dans une économie lambda? Parce que, il est moins limité, il est moins contraint, etc. C'est quoi qui peut le motiver? Et on a dit la quête de sens, euh, le Oui. fait que la crise Covid est passée par là et que depuis, ben, les gens, ils ont envie d'une quête de sens. On a dit euh, une économie, une économie, faire de l'économie autrement,
une économie moins ravageuse, moins prédatrice, une économie autrement, être moins sous l'esclavage de l'argent. Une autre idée de l'homme et du travailleur, et du coup peut-être respecter la dignité de l'homme. Et puis on a dit qu'il y avait aussi une dimension de défense du faible. Je ne sais pas ce que tu en penses, Coralie, mais on a parlé de la défense du faible, de celui qui est laissé pour compte dans la société, et du coup lui redonner une chance et lui remettre le pied à l'étrier. Et dans les risques, plusieurs ont parlé du fait que il pouvait y avoir, comme dans n'importe quelle bonne chose qu'il y a dans la société, hein, l'assurance chômage, la sécurité sociale ou n'importe, il peut y avoir des profiteurs du système, des gens qui sont là en fait juste pour courir après les subventions et pas vraiment vouloir faire de l'économie sociale et solidaire d'une façon pure et vraie. Voilà ce qu'on a dit, La nous. question de l'alignement, elle est centrale dans toutes les formes d'activité humaine et d'activité économique. Après, je travaille avec des entrepreneurs qui se revendiquent pas du tout de l'ESS, qui n'ont pas de mission sociale, mais qui par contre, dans leur façon de faire des affaires, de traiter leurs salariés, sont complètement alignés sur une forme d'authenticité, de respect, etc. Donc, Ouais. évidemment, D'accord, ouais. En fait, c'est pas parce que tu es SS que tu es forcément vertueux et sain, S-I-N-T, mais tu peux non, être aussi dans l'économie plus classique et mener tes affaires avec une éthique qui est avec vraiment solide. Ouais, oui, Et c'est ça. c'est la grande différence entre le capitalisme de type grande multinationale et le capitalisme familial. Traditionnellement, il y a tout un courant, il y a différents courants dans le capitalisme, et il y a un courant dans le capitalisme où on a des entreprises familiales de génération en génération et qui ont une vision vraiment sur le long terme et où le patron, il bosse avec ses salariés au quotidien. Ça va au-delà de ça, dans le sens où ce qui est quand même intéressant avec notamment la loi sur l'économie sociale et solidaire, c'est qu'on demande aux entreprises, aux acteurs économiques de s'obliger légalement à une lucrativité limitée, à une gouvernance partagée. Donc ça, je trouve que c'est quand même novateur ouais, dans le texte, Oui, dans puis on l'esprit. a on a des règles aussi qui nous sont plus ou moins imposées de plus en plus dans le business mondial. L'INS, c'est des règles qu'on s'applique entre industriels. Donc, INS, c'est environnement et social. Ouais. Et on a des règles mondiales hein, les banques mondiales vont pas prêter de l'argent pour développer un projet dans un pays lambda si l'entreprise respecte pas ces règles INS. Donc, je trouve que c'est ça, c'est intéressant et c'est en ça que on peut voir un espoir en fait de changer de paradigme et de modèle économique où effectivement on remet l'humain au centre et la mesure d'impact social dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, d'impact social et environnemental. Je crois que c'est ça qui est novateur dans l'institutionnalisation de l'ESS, pas dans l'ESS en soi, puisque finalement, ça a toujours existé une forme d'économie plus collaborative, plus solidaire. Ça a toujours existé par les associations, enfin même le bénévolat ou effectivement l'entraide, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est la formalisation juridique, légale ouais, de ce genre de système et de vouloir finalement en faire aussi une norme de société et un, c'est ça, une nouvelle grille de lecture de l'activité économique. Donc, par exemple, il y a un mouvement qui s'appelle Impact France, dont je fais partie, Mhm, avant qui s'appelait le mouvement des entrepreneurs sociaux. Donc, ouais, qui a changé de nom, enfin, qui a évolué aussi, et qui aujourd'hui se positionne un petit peu comme le MEDEF des entreprises à impact ou des mhm, acteurs à impact. Et ça, c'est assez intéressant puisque finalement, économiquement et politiquement, aujourd'hui, ils arrivent à peser quand même sur le débat public, mhm. Comment notamment ça s'appelle? Impact France.
D'accord, mouvement d'accord. Et impact. il y a des grands groupes qui sont Il y a quelques dans la grands groupes. confrérie, là? En ce moment, le coprésident, c'est le président de la Maïf, par exemple, D'accord. donc mouvement mutualiste. Alors, il n'y a pas forcément, bah ouais, il y a pas forcément des très grands groupes parce qu'effectivement, ce qu'on constate pour le moment, c'est que les entreprises de l'ESS, bon, après, c'est récent, hein, bien sûr, ce sont plutôt des grosses PME. On n'a pas forcément d'entreprises vraiment multinationales, mais on a quand même des acteurs économiques. Phoenix, par exemple, que j'ai cité tout à l'heure, en 2018, ils ont levé 15 millions d'euros et sur les dernières années, c'est une des entreprises qui a levé le plus de fonds, par exemple. Donc ça, c'est un bon indicateur quand même de la santé financière parce que forcément, des investisseurs, ils prêtent pas de l'argent à des Mhm. entreprises qui sont pas rentables, Et, hein. Il y a Too mhm. Good To Go aussi qui s'internationalise. Donc, c'est une preuve aussi de bonne santé économique. Donc, il y a des entreprises aujourd'hui qui prennent de plus en plus de poids dans le paysage, voilà. Mais effectivement, alors, justement, peut-être que c'est là le point de dissonance. Est-ce que ce serait vraiment compatible avec une vocation ESS, une mission sociale, de devenir une entreprise multinationale? Ça, je ne sais pas. Hmm. À un moment donné, est-ce que c'est pas contradictoire quand on parle d'impact social, d'impact local, de remettre l'humain au centre, de devenir une énorme machine? Je pense que, enfin, dans les débats en tout cas qu'on peut avoir dans les cercles autour de l'entrepreneuriat social, c'est un petit peu plutôt le questionnement. Si on n'est pas dans un modèle de lucrativité et de profit sans fin, euh, Ouais, le on fait de s'arrête où? grossir sans cesse, c'est pas non plus cohérent. Et c'est peut-être en ça que ça va finir par changer l'économie, puisque finalement aujourd'hui, on va se retrouver peut-être avec plus d'acteurs de taille plus modeste, mais qui ont un vrai impact national, local, dans le territoire où elles ont émergé, en termes d'idées, en termes de, je sais Mhm. pas, de fournisseurs, de tissus économiques, d'emplois, etc. Donc il y a quand même une façon différente de penser l'économie. J'arrive plus à me rappeler, mais j'ai lu un article sur une marque de cosmétiques française. J'arrive plus à me rappeler. Rocher, non? Hein? C'est pas Yves Rocher? Non, non, c'était une marque de cosmétiques plutôt durable, bio et tout ça, qui a décidé de ne plus grossir en fait. Du coup, grossir, c'est plus un objectif parce qu'ils pensent qu'ils Mhm. ont atteint la bonne taille Une d'entreprise taille, pour leur oui. mission. Et du coup, leur objectif, ce n'est plus d'accroître le chiffre d'affaires chaque année, c'est bien sûr de le maintenir, mais voilà, leur mission maintenant, elle est de maintenir le niveau d'activité, de continuer à innover, à créer, à vendre, à fidéliser leurs clients, mais ils veulent pas grossir en taille, c'est-à-dire qu'ils veulent pas grossir leurs équipes nécessairement. Ouais, Ils ouais, pensent c'est pas qu'ils le ont profit à atteint, tout prix. Mhm. voilà, ils ont atteint la bonne taille d'entreprise qui Alors, correspond à leur mission. Donc il y a voilà, deux personnes qui ont levé la main. ouais. Christelle, tu avais la Ouais. main toujours levée ou pas? Oui, j'avais une question justement par rapport à la prise en, enfin, par rapport à justement au questionnement qu'elle évoquait. Ces derniers temps, on voit beaucoup dans la presse, on le voit, et je pense qu'elle l'a dit à un moment de son intervention, on voit beaucoup dans les grandes écoles, et elle parlait des turnovers dans les grandes entreprises, mais on le voit aussi beaucoup dans les grandes écoles. Il y a eu une sortie assez médiatisée lors de la remise des diplômes à Centrale Ouais, il exact. y a 2 ou 3 ans. Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment, enfin, je ne sais pas si vous intervenez dans les grandes écoles, mais on le sent en tout cas dans cette génération. Les élèves sortis des grandes écoles, en tout cas, c'est sûr, ils n'ont plus envie d'aller bosser chez Ouais, Total ouais. ou je ne sais Mm. pas qui pour faire du cash. Est-ce que c'est quelque chose que vous sentez de plus en plus monter? Donc, ce qui est plutôt bon signe ou comme la Mm. presse vient de me faire croire que c'est juste un effet de mode et que ça va finir par passer. Alors, moi, j'ai entendu les deux sons de cloche. Donc, effectivement, il y a eu des sorties assez médiatiques sur Centrale et puis sur d'autres écoles où les étudiants ont dit qu'eux, ils refusaient de travailler pour des entreprises multinationales, en tout cas des entreprises qui sont vues comme non responsables. Donc, je pense que c'est quand même un mouvement de fond Mhm. d'une partie de la population.
des jeunes. Mais en même temps, aujourd'hui, on ne peut pas ignorer qu'on est dans une crise économique, alors pas sans précédent, mais quand même forte et durable, et qu'il y a quand même un repli un peu sur les entreprises refuges, justement, qui sont vues comme plus pérennes et qui permettent des niveaux de salaire et des niveaux de vie plus importants. Donc, je pense qu'il y a un article, du coup, Jean Moreau, le fondateur de Phoenix, qui est dans le mouvement Impact France, il a partagé il n'y a pas longtemps sur LinkedIn un article, justement, du Monde qui tempérait un petit peu le mouvement qu'on voit de jeunes qui ne veulent pas Mm. travailler pour des grands groupes, en disant qu'il y a quand même pas mal de jeunes, a priori, qui sont quand même toujours attirés par des marques de luxe, par des entreprises multinationales, quel que soit le secteur d'activité. Donc, bah, j'ai l'impression que c'est comme la société, en fait. C'est polarisé. Il y a toujours deux tendances. Et puis, avec la crise économique, forcément, il y a des replis sur des valeurs un petit peu refuges, en fait, Mhm. comme une Je te entreprise. coupe parce qu'il y C'est a là, d'autres mains levées. Il y a d'autres mains levées. Il y avait Johan qui avait une question. Je t'ai vu, Michel. Je te donnerai la parole après. Non, moi, Johan? c'était oui, en fait, c'est que ça dépend en fait de la taille de l'entreprise. Est-ce que, par exemple, une compagnie aérienne pourrait avoir ces objectifs-là? Après, toute la société est basée sur la croissance. En fait, simplement parce que l'argent qui est emprunté aux banques, en fait, tout est à crédit. Et on voit bien dans le Covid que 1 mois d'inactivité et les entreprises font faillite parce qu'il faut qu'ils Oui, c'est ça. remboursent l'argent. Donc, en fait, c'est vrai que si là, les entreprises ont leurs propres fonds et peuvent fonctionner avec ça, et c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi est-ce que l'entreprise doit grandir. S'il n'y a plus les banques à alimenter, il n'y a pas de raison de grandir. Si l'entreprise elle nourrit tous ses salariés, on peut considérer que c'est ça l'objectif de la société. Bah, ça veut dire qu'on crée une activité pérenne et rentable, Mm. effectivement. Alors, c'est pas. Alors, ESS, ça veut pas dire qu'on s'autofinance complètement, puisque, comme je le disais, il y a des startups de l'ESS qui ont fait des très belles levées de fonds. Et effectivement, parfois, on est obligé d'emprunter pour justement embaucher, développer son activité économique. Et il y a plein mal de banques maintenant qui ont des programmes aussi de critères d'impact social et environnemental dans les dossiers de prêt. Parce qu'en fait, ce qui est compliqué, je pense, dans le milieu de l'ESS, peut-être je peux le dire maintenant, c'est qu'il y a quand même des salaires qui sont globalement beaucoup plus bas que dans des entreprises lambda, puisque la lucrativité est limitée, donc le bénéfice est limité. Il y a une forme de redistribution plus égalitaire et une gouvernance plus démocratique, comme vous l'avez compris. Mais par contre, il y a quand même des salaires qui sont globalement plus bas et ça, parfois, euh, pour certaines personnes, c'est juste rédhibitoire parce qu'il faut accepter. Après, souvent, justement, la quête de sens fait qu'on va accepter des conditions de travail un peu détériorées d'un point de vue monétaire, on va dire, et le sens qu'on pense. Voilà, mais en même temps, ce sont des acteurs économiques qui doivent être rentables et parfois, effectivement, on a recours à l'emprunt, au financement, etc. Mais la question, effectivement, c'est celle de la quantité. Donc, sur une économie plus sociale, plus solidaire, peut-être qu'on va vers une structure et un tissu économique où on a des acteurs de plus petite taille, ce qui serait plus logique, en fait. Si on veut recréer du lien entre les gens, il faut des acteurs économiques qui sont à taille humaine, en fait, tout simplement. Mm. Une dernière question et après on va tirer la conclusion parce que l'heure a bien avancé. Michel, tu avais levé la main, tu as été patient, c'est à toi. Euh, oui, non, non, moi je voulais rebondir sur les jeunes qui sont en quête de sens. Bon, il y a pas que les jeunes qui sont en quête de sens, mais je pense que de toute façon, notre rapport au travail, il a complètement évolué par rapport à 10, 15 ou 20 ans auparavant. Mm. Bon, tout simplement. Donc, effectivement, les jeunes ne se retrouvent plus vraiment dans les grands groupes et ils changent de boîte comme de chemise. D'autant on n'est pas en plein emploi, mais enfin, il y a beaucoup d'emplois. Donc, donc on cherche des jeunes de partout pour remplir nos industries. Mais bon, moi, ce que je voulais poser comme question, c'était surtout l'économie, donc l'ESS par rapport à la Bible. Qu'est-ce qu'en dit la Bible? Bon, alors moi, je pense que la Bible, elle ne prône pas un modèle économique.
Pour moi, ce qui est important, c'est en termes de valeurs et de principes, par contre, ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, voilà, on a listé un peu avec Anne-Marie ce qui nous paraît intéressant dans l'ESS quand on prend comme référentiel les valeurs de l'Évangile, effectivement, c'est le souci de l'autre, la solidarité, le partage de la valeur. Il y a la question de la préservation de la création, de l'environnement, l'impact environnemental, social qui est pris en compte. Et ça, forcément, c'est une bonne chose. Donc voilà, c'est pour moi des questions, des principes qui sont bons et que je pense qu'on retrouve d'une certaine manière dans une économie différente qui se veut plus, bah, comme son nom l'indique, plus sociale, plus solidaire. Voilà. Il n'y a pas voilà, la recherche du bien commun, la justice, l'égalité, la démocratie. Ça aussi, forcément, c'est des valeurs qu'on doit vouloir en tant que chrétien et que ce soit possible dans le monde de l'entreprise. Je trouve que voilà, c'est une chance ce que le système français nous permet quand même. Donc ça, c'est quand même une chance à saisir et une façon de réfléchir alors l'économie différemment. Et moi, j'ai mis la posture d'humilité qui va avec la lucrativité limitée. Quand on est un entrepreneur social, effectivement, je pense que euh, il y a une humilité à avoir et prendre conscience qu'on peut faire. Il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire et puis il y a peut-être d'autres choses qu'on ne peut pas faire et qui sont voilà, pas dans notre spectre, pas dans nos compétences, pas dans notre responsabilité. Donc je pense que la Bible, effectivement, elle n'est pas contre ces principes, ça c'est évident. Elle est pour. Voilà. Et s'il devait y avoir une économie biblique, effectivement, ce serait celle du partage, de l'égalité, de la justice pour tous, en fait. Et que chacun puisse avoir les moyens de vivre dans la dignité. Donc, je crois que voilà, c'est l'intention de l'ESL, de l'ESS, de remettre l'humain au centre et de lui permettre de vivre une vie digne en ayant une meilleure répartition des richesses. Donc, en ce sens, effectivement, ça nous permet de penser l'économie autrement. Donc, ce que je disais, les externalités positives, négatives des affaires, aujourd'hui, on commence à pouvoir le mesurer en termes comptables. Donc, ça, c'est intéressant. Remettre l'humain au centre de l'activité économique, parce qu'au final, euh, Dieu, il nous donne mandat en tant qu'être humain. Euh, mais ce mandat, effectivement, c'est pas d'exploiter l'autre, c'est pas d'exploiter notre prochain, mais c'est bien de lui rendre service en fournissant ben, des produits de consommation, des biens, etc., qui permettent de vivre en fait dans la dignité, en bonne intelligence. Donc, je pense que c'est ça qui est intéressant. Je parlais tout à l'heure de la résilience. Donc, moi, je crois fermement que ce modèle économique ça permet d'être plus résilient aux crises parce qu'il y a un tissu local, il y a une économie en fait de bon sens, je crois, qui se met en place autour des entreprises et des structures économiques qui se revendiquent de l'ESS, contrairement à une entreprise multinationale qui va être là pour maximiser le profit en vue de rémunérer des actionnaires et qui finalement écrase l'individu, l'exploite, etc. Où finalement c'est illogique d'un point de vue humain, ça n'a pas de logique. Donc là, je crois que c'est remettre les choses dans le bon sens, que l'économie, elle est au service de l'humain et non pas l'humain au service de l'économie, si je peux dire. Mm. Et effectivement, je crois que c'est une partie de la réponse à notre quête de sens. Euh, il y a un chrétien que je connais bien qui s'appelle Luc Maroni, par exemple. Lui, il a créé, alors il est vers Nantes, je crois, si j'ai pas de bêtises. Dans le nord de la France. Ouais, dans le Nord, je me rappelle plus si c'est Hauts-de-France exactement. Mais voilà, lui, il a créé une structure coopérative justement pour aider par l'emploi, pour aider les entrepreneurs à créer leur activité et à en vivre. Et lui, c'est un chrétien convaincu et il se revendique complètement de l'ESS. Et du coup, il a pu avoir des subventions qui justement ont permis de réinsérer des personnes, de les aider à créer leur propre activité économique, créer de l'emploi, etc. Donc après, c'est un petit peu à réfléchir comment chacun de nous, on peut se saisir de cet instrument juridique, légal, pour en faire quelque chose au service de l'Évangile. Enfin, je crois que c'est un petit peu ça le, Mhm. l'idée de Oui, Mm. tout à fait. notre et après, ben, c'est bien de connaître, parce que pour ceux d'entre vous qui ont peut-être un projet d'entrepreneuriat, ça peut être intéressant de savoir que ces possibilités existent et qu'effectivement, au lieu d'être une entreprise classique ou une association classique, on peut choisir une forme juridique un petit peu différente. Mm. Ouais, je trouve que c'est Excellent. Mm. Merci beaucoup.
Ok, écoutez, je crois que ce sera ton mot de conclusion. Je vous remercie d'avoir été présent. Et puis, je vais vous donner peut-être l'opportunité de continuer, de venir régulièrement dans nos webconférences. Si vous avez des thèmes qui vous tiennent à cœur, vous pouvez m'envoyer un mail. On pourra essayer de trouver, de monter des conférences sur des sujets qui vous intéressent. Vous pouvez retrouver aussi sur le site web, la rubrique formation, les webconférences qu'on avait fait sur plein d'autres sujets précédemment. La plupart du temps, je mets assez rapidement les enregistrements en ligne. Et puis, pour les personnes qui veulent vraiment donner du sens à leur travail, nous avons plein d'activités au sein de ces proactifs, mais l'activité majeure, c'est celle de participer à un groupe de discussion où on s'encourage, où on s'entraide, où on se forme comme des disciples de Christ au service de l'Évangile dans nos milieux professionnels. Donc, on a différentes sortes de parcours. On a le parcours disciple au travail, on a le parcours orientation pro, et on a aussi un parcours finance. Donc voilà, vous pouvez trouver tout ça, bien sûr, sur le site, toutes les informations sur le site. C'est très simple, tout le matériel est disponible, il faut juste en avoir envie, en parler au pasteur et puis trouver des personnes avec qui démarrer. Voilà, merci beaucoup. Je vous ai laissé un des versets phares de notre ministère, c'est « Recherche le bien de la ville où je vous ai déporté et priez pour elle, car de son bonheur dépend le vôtre. » Nous sommes, en tant que chrétiens, envoyés dans la société pour servir la société, pour lui faire du bien, pour être les ambassadeurs de Christ et par notre travail particulièrement. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on investisse notre travail comme des enfants de Dieu et qu'on fasse de notre travail un ministère pour la gloire de Dieu. À très bientôt. Bonsoir à tous. Et merci Merci. Anne-Marie Bonne pour soirée. tout ton Merci, travail bonne soirée à tous. d'organisation. Merci à Coralie. Très intéressant.